Merci d'abord de m'avoir invité à venir présenter la manière dont la géographie, les géographes, si vous prenez les ouvrages qui viennent de paraître en classe de seconde, vous allez retrouver à peu près les grands thèmes, les grandes idées, les grandes approches aussi que je vais indiquer. Je voudrais rappeler que la géographie a introduit le développement durable depuis un certain temps, parallèlement au SVT, mais que pour les deux derniers programmes qui viennent de paraître et qui sont qui fonctionnent dès cette rentrée, c'est-à-dire la classe de 5e et la classe de seconde, le développement durable est le fil directeur du programme. C'est-à-dire que, par exemple, le programme de 5e, qui porte 11 questions, bon, je passe sur les premières, sur les définitions, etc., mais ensuite, rapport population-développement durable, santé des populations et développement durable, éducation et développement durable, risque, catastrophe et développement durable, etc. Et il y a 11 questions comme ceci. Le programme de seconde également est orienté totalement vers le développement durable, c'est indiqué dans son libellé. Alors naturellement pour nous, quand on parle de population, quand on parle de santé ou quand on parle de ville, si on ajoute développement durable, bientôt ça devrait être redondant parce que la géographie, le géographe fait beaucoup de choses comme vous le savez, mais entre autres, depuis un certain temps, il participe à l'aménagement des territoires, à la gestion des territoires. Et donc, quand on aménage ou quand on gère un territoire, il est tout à fait indispensable aujourd'hui d'introduire cette dimension, de réfléchir en termes de développement durable. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Qu'est-ce qu'il faut récuser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le deuxième point sur lequel je voulais insister avant de démarrer le PowerPoint, c'est que la géographie se pose moins que vous, et je comprends parfaitement, les problèmes d'enseigner un objet politique. Le développement durable, c'est un objet politique, au sens noble du terme, hein, ce n'est pas la politique politicienne qu'on connaît. C'est un objet politique, c'est réfléchir à la cité, au fonctionnement de la cité, au sens large, et nous sommes c'est moins difficile que vous, si vous voulez, parce que je ne parle pas de moi qui ai fait de l'histoire il y a bien longtemps, mais la plupart des enseignants de géographie enseignent l'histoire. Et donc nous avons l'habitude d'enseigner des objets politiques. Pensez ce que c'est qu'enseigner la Shoah, entre l'excès de Shoah qui va entraîner des problèmes et puis le fait de l'oublier. Enfin, quand je dis l'oublier, c'est peut-être pas toujours gratuit. Vous voyez que derrière, il y a toujours de l'idéologie, hein, et il n'y a rien d'objectif au sens qu'on connaît. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est relativement plus à l'aise, mais ça n'est quand même pas facile, et je pense que je vais vous montrer pourquoi. Le troisième point, le troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que l'angle d'attaque des géographes, quand il s'agit de développement durable, c'est l'homme, c'est les sociétés et leur gestion avec les dysfonctionnements, avec la dégradation des milieux, avec la surexploitation des ressources, mais aussi des progrès dans un certain nombre de cas. Hein. Et évidemment, ça justifie la transformation de la planète, la transformation des milieux, mais, parce qu'on ne peut rien faire sans ça, hein, mais il faut définir des seuils au-delà desquels, évidemment, on ne peut plus aller. Et pour définir des seuils, on a besoin de vous. Parce que nous ne savons pas travailler de façon fine sur la biodiversité ou sur des aspects de biologie classique ou non. Et donc, dès le départ, j'insiste bien sur cette nécessaire collaboration. Nous savons poser les problèmes, nous savons les analyser en termes géopolitiques, c'est-à-dire les acteurs, les conflits que cela suscite, j'en évoquerai quelques-uns, mais on a besoin aussi de scientifiques, de physiciens, de chimistes qui établissent des seuils de qualité d'eau, etc., etc. Alors je vais commencer par quelques généralités, en rappelant la définition, donc ça va me permettre de passer, la définition de Brundtland, et en disant que pour nous, géographes, le développement durable, terme discuté et discutable comme vous le savez,
doit concourir à aider les hommes, les sociétés à vivre et ou à mieux vivre. C'était les termes d'un géographe aujourd'hui disparu qui s'appelle Jean Tricard, qui était professeur à Strasbourg. Mais bien sûr dans le respect de la nature et de ses ressources, parce que nous savons bien que à la fois nous en faisons partie et nous en avons besoin, évidemment. Le développement durable aussi pour nous doit conduire à plus d'équité entre les hommes et les générations, aujourd'hui et demain. Et l'un des cœurs de notre approche, c'est le constat des inégalités aujourd'hui, des inégalités criantes entre les hommes et entre les sociétés. Comment faire du développement durable à l'échelle planétaire quand 4 milliards de personnes sont dans la situation que l'on sait, quand 1 milliard ne mange pas à leur faim, et pas pour des raisons liées à la nature, pour des raisons politiques essentiellement. Donc voilà le cœur, la manière dont le géographe aborde cette question. Je réponds là un peu à des questions que les enseignants posent souvent, y compris ceux de géographie. Vous voyez, ils ne sont pas tous prêts à s'engouffrer dans l'objet développement durable. Hein. Ne croyez pas que tout est idyllique chez nous. On me dit, mais vous savez, c'est une question à la mode et elle va disparaître. Bien comme l'ont dit les deux prédécesseurs ce matin, je crois que ça n'est pas une question qu'à la mode. Naturellement, on peut l'instrumentaliser. Au nom du développement durable, on peut faire les pires horreurs, j'en évoquerai peut-être des exemples. Mais ça n'empêche que la question du développement durable se pose quand on réfléchit à la manière de traiter le sous-développement. Je vais revenir un instant sur ces aspects. Comment les gens peuvent-ils sortir du sous-développement en intégrant ou non le développement durable, en l'intégrant plutôt. On doit aussi se demander, en se projetant quelques années dans le futur, à quelques années d'ici, on doit aussi se demander comment la planète va fonctionner avec d'abord plus d'hommes jusqu'aux années 50, 2050 à peu près. On sait qu'il y a une bande de pays qui augmentent encore pendant un certain nombre d'années, qui n'en sont pas encore à la transition démographique. Ces pays, ils vont du Pakistan en passant par l'Iran, l'Irak, les pays du Moyen-Orient et les pays du sud du Sahara. Donc des pays qui sont pour beaucoup pauvres et qui vont augmenter encore. Donc comment arrivera-t-on à les nourrir? Comment arrivera-t-on à favoriser leur développement? Et deuxième question qui est plus surprenante peut-être pour certains, comment fera-t-on du développement durable avec des pays vieux, extrêmement vieux? L'Europe, c'est le problème clé de la population aujourd'hui. Ce n'est pas la surpopulation, terme qui est idéologiquement totalement connoté. Le problème, c'est le vieillissement. Qu'est-ce qu'on fera quand on va être 30% de plus de 80 ans? Que fera-t-on quand les États-Unis vont arriver? Et très vite, la Chine aussi. La Chine est dans un processus de vieillissement extrêmement avancé déjà. Et beaucoup de pays en développement ont dépassé leur transition démographique. Le Maroc n'est plus du tout dans la logique d'une croissance effrénée, comme on l'a parfois annoncé. Donc ça, c'est quand même des éléments extrêmement importants. On peut se demander aussi, donc je l'ai dit, ce que sera l'humanité vieillissante, comment on l'adaptera à l'humanité vieillissante, et on peut se demander aussi comment, et c'est bien le cœur de la question, comment vivre le mieux possible sur la planète dans le respect des principes du développement durable. Alors, ces questions sont à la fois nouvelles, parce qu'il y a 30 ans, on l'a dit, on ne parlait pas de développement durable, mais elles sont aussi tout à fait... elles dépassent le terme même de développement durable, hein, sauf à avoir le nez dans son oreiller et puis refuser de voir la réalité du monde. Le développement durable, je vous l'ai dit, c'est une question politique, et une question totalement politique, c'est tout à fait évident. Question politique parce qu'elle oblige à réfléchir au système monde dans lequel nous nous trouvons, à ses composantes, à ces rapports nord-sud que j'ai évoqués, et à tous les éléments donc de dysfonctionnement. Ce système monde, donc, comment l'associer aux problématiques du développement durable.
Donc le développement durable, finalement, c'est aussi une sorte d'utopie, hein, une vision du monde où tout le monde vivrait, et pour longtemps, en équilibre avec la nature, vivrait en bonne intelligence aujourd'hui et demain. C'est intéressant de rappeler que cette utopie est apparue véritablement au moment de la chute du mur, hein, au moment où on a cessé d'avoir deux blocs qui étaient face à face. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard, je pense. Donc on a fait émerger des questions qui étaient déjà présentes, mais qui n'étaient pas exprimées de la façon dont on sait. Ce développement durable, il a émergé aussi pour des raisons qui ont été évoquées ce matin. Je pourrais en redire deux mots justement à propos de l'histoire. Le développement durable, il a une histoire courte. 1987, c'est l'ouvrage publié par l'ONU, l'UICN et le WWF qui introduit le terme de développement durable ou de développement soutenable. On ne va pas discuter là-dessus parce que ce sera difficile et long et peut-être un peu stérile. Mais le développement durable, en fait, il a une histoire longue. Et une histoire longue, et c'est peut-être pas sans intérêt de la rappeler, qui commence au moment de l'époque des Lumières, c'est-à-dire au moment où le progrès, où la science, encore modeste, apparaissent. Et on a donc, dès ce moment-là, deux courants de pensée. L'un qui dit « on vivra mieux grâce à la science et au progrès », c'est Condorcet, et l'autre qui dit « attention, il va y avoir de plus en plus d'écart entre la population et les ressources », c'est Malthus, économiste écossais bien connu. Mais ces deux courants vont perdurer jusqu'au XXe siècle, puisqu'au XIXe siècle, on trouve l'école allemande de géographie, autour de Ratzel, qui dénonce l'économie de pillage. Donc, on est toujours dans le droit fil de cet impact de l'homme sur les ressources. On a des géographes américains comme March également qui dénoncent la même chose. Et bien sûr, après, je ne vais pas y revenir, on l'a évoqué, le Club de Rome, le rapport Meadows, etc. Donc il y a un premier courant qui est économique. Les économistes s'intéressent à ce rapport de l'homme et des ressources. Et il y a un deuxième courant qui est davantage tourné vers ce qu'on va définir comme l'écologie, hein, la relation à la nature, et qui, lui, trouve ses racines au XIXe siècle avec les puritains américains. Les puritains américains sont des gens qui sont arrivés d'Europe, parce que, en général, ils trouvaient que l'Europe perdait ses valeurs protestantes, sectaires un petit peu, et ils sont arrivés aux États-Unis en considérant qu'il fallait protéger la nature la plus vierge possible, protéger la nature contre le front pionnier de la civilisation, des villes, etc. C'est par exemple Emerson, philosophe, c'est Muir, c'est Thoreau, un autre naturaliste, philosophe, etc., qui vont défendre ces positions et insister pour trouver des réponses. Et les réponses, ce sera les premiers parcs, les réserves, les parcs américains, le premier étant fondé en 1872. Et cette idée de nature et d'exaction de l'homme sur la nature va apparaître en Europe un peu plus tard. La première conférence qui porte sur ces questions date de 1885. C'est une conférence sur la disparition des saumons dans le Rhin. Et ça n'est pas étonnant, c'est la grande période de l'industrialisation en Europe. Donc on rejette tout dans les fleuves, hein, dans les rivières et dans les fleuves. Et on comprend que ces malheureux saumons est disparu très rapidement en raison de cette pollution. Donc ce sont ces deux courants qui vont se rencontrer à partir de 1968 du Club de Rome, comme on vous l'a expliqué ce matin, et qui vont faire émerger cette notion de développement durable, cette utopie en quelque sorte, développement durable. Alors, une question se pose pour nous géographes, c'est de savoir à quelle échelle réfléchir et mettre en œuvre le développement durable. Nous avons l'habitude de travailler sur des échelles différentes, M. Bonnour a parlé de cela ce matin.
il y a deux approches possibles, mais qui ne sont certainement pas contradictoires. L'approche globale, définie notamment à Rio par un certain nombre de grands principes de protection de la nature et les grandes ONG, qui envisagent donc la protection de la forêt, la lutte contre la désertification, la lutte contre le changement climatique, la protection de la ressource en eau. Et la proposition d'une sorte de gouvernement supranational qui dirait comment gérer correctement ce qu'on va appeler les biens communs de l'humanité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien connu, ceci. Alors, ça, c'est un élément important, parce qu'il va attirer l'attention sur les dysfonctionnements. Il va aussi révéler de nouveaux acteurs que sont les ONG, et notamment les grandes ONG sur lesquelles on pourrait revenir aussi. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis, en dépit d'un certain nombre d'orientations? Pas grand-chose et beaucoup de conférences internationales. J'avais essayé de faire une liste pour un aspect simplement qui devait être les questions de changement climatique. Bon, j'ai dû m'arrêter. J'ai fait aussi la même chose pour un ouvrage que je prépare sur les villes durables. Il y en a 3 pages. Et le bilan de ces conférences, c'est que je trouve que ça coûte extrêmement cher, que ça dépense beaucoup d'énergie et que c'est d'une efficacité extrêmement faible. Mais considérez que ça n'est que ma position. Enfin, on est entre nous et je me permets de la donner. Alors, l'approche globale, elle est importante parce qu'elle donne les grandes orientations, si vous voulez. Mais qui va la mettre en œuvre? Puisque, pour le moment encore, on n'a pas de gouvernement supranational. D'ailleurs, on peut se poser les questions de savoir si c'est souhaitable. On peut en discuter. Eh bien, qui va la mettre en œuvre? Ce sont les instances à une échelle beaucoup plus fine, qui peuvent être les États, et on le voit bien au travers de la politique européenne et de l'État. On a commencé à parler du Grenelle de l'environnement ce matin. Les régions, si je prends le cas de l'Europe ou de la France, les communes, ou même on peut mettre en œuvre le développement durable sur des espaces plus réduits encore. Alors vous allez me dire, oui mais c'est très bien ce que vous nous dites, seulement est-ce qu'une série de mise en œuvre du développement durable à des échelles fines fait du développement durable global? C'est vrai que c'est une bonne question parce que ce n'est pas toujours vrai, ça ne marche pas toujours. Parce que certaines pratiques locales peuvent aggraver ou avoir des effets induits qui sont négatifs, qui ne sont pas ce que l'on entend, ce que l'on espère. Donc vous voyez que là aussi, il faut remettre en question ces approches. Elles ne sont pas toujours parfaitement pertinentes. Alors, approche locale, je vous allais donner des exemples sur lesquels les géographes travaillent. Gérer un littoral, c'est la gestion intégrée des zones côtières, mise en œuvre à l'échelle européenne et transposée aujourd'hui en droit français. C'est un peu, enfin, dans les réglementations françaises, c'est un peu difficile, mais ça n'est pas impossible. Maîtriser les risques, c'est la directive européenne sur les risques, sa transposition dans le droit français et toute la politique des risques que nous avons. Lutter contre le gaspillage des ressources, l'eau, l'énergie, donc d'autres gestions des territoires, d'autres gestions, par exemple de l'agriculture, la mise en question de l'irrigation dans certaines zones ou des excès de l'irrigation, la réduction des gaz à effet de serre et les changements dans le modèle urbain, puisque, évidemment, si l'on envisage les modifications des mobilités, si l'on envisage des modifications dans l'usage de l'énergie, on en arrive à se poser la question de la ville. Quelle ville pour demain? Autrement dit, pour nous géographes, c'est mettre en œuvre des politiques d'aménagement du territoire à l'échelle nationale et des territoires à l'échelle beaucoup plus locale. Et quand on fait de la politique d'aménagement du territoire, pourquoi la France, au travers de la DATAR, cet organisme de gestion des territoires, a décidé de faire de l'aménagement des territoires dans les années, Edith pourra peut-être me dire l'origine, la date de naissance de la DATAR, mais ça fait 50 ans à peu près. Eh bien, l'objectif de la DATAR, créée en 1963, c'était de corriger les inégalités entre les régions françaises. C'est-à-dire faire en sorte que,
on aide les régions riches, l'Île-de-France par exemple, dès 63, aide les régions en difficulté. Et c'est comme ça que l'on va faire un plan pour développer le Massif central. On va créer un certain nombre d'équipements qui manquaient dans le Massif central. On va créer des axes de transport en Bretagne pour débloquer un peu ces périphéries. Et on va aider, l'Europe fait la même chose aujourd'hui, les territoires ultra-périphériques. C'est-à-dire les îles qui sont les îles du lointain. Donc, aménager le territoire, c'est déjà répondre à un des objectifs du développement durable qui est les inégalités, la correction des inégalités, la notion d'équité finalement. Par conséquent, nous sommes très à l'aise dans ce schéma-là, puisque simplement, ça revient à, quand je dis simplement, vous imaginez que c'est un peu plus compliqué, mais ça revient à continuer à faire de l'aménagement du territoire, mais en intégrant des éléments qui n'étaient pas intégrés de cette façon, c'est-à-dire tout ce qui est ressources, bon ça pouvait l'être, tout ce qui est nature, paysage, tout le volet environnemental. Alors ceci implique de prendre en compte, et c'est peut-être la richesse de cette approche locale, vous voyez que local ça va quand même de l'État à la région et à la commune, ça implique de prendre en compte les pratiques des populations. Ce n'est pas la peine d'imposer des choses aux gens s'ils ne comprennent pas et s'ils n'ont jamais fait cela. Ça passe par évidemment beaucoup d'éducation, mais il faut prendre en compte leurs pratiques, leurs aspirations, l'histoire, la culture des populations. Dans le développement durable, il y a forcément ce volet culturel, ce volet qui prend en compte l'histoire locale ou régionale ou autre. Et c'est très important parce que là, je suis en train de travailler à un atlas dont on s'interrogeait pour savoir si on l'appelait la ville durable ou les villes durables. Et moi, je pense qu'il faut l'appeler les villes durables parce que même s'il y a des grandes idées communes qui renvoient au global, là que j'ai évoqué, la mise en œuvre est forcément tient compte des acteurs locaux et de leur histoire et de leur culture. Et les villes n'ont pas toutes, ça concerne l'Europe, même en Europe, n'ont pas toutes la même histoire. Et alors si vous comparez une ville américaine et une ville européenne, ça n'a rien à voir. La ville européenne, c'est la ville historique qui a grandi souvent en auréole autour de la ville historique. Et la ville américaine, c'est pas du tout ça. La ville américaine, Los Angeles, ça a 350 km de long. Et vous avez des maisons, des jardins, etc. C'est d'ailleurs le modèle anti-durable par excellence. Alors, le dernier élément intéressant, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le développement durable implique de travailler avec d'autres disciplines, implique la et la transdisciplinarité pour avoir des évaluations très précises sur tel ou tel aspect que nous ne connaissons pas, qui sont bien sûr nos partenaires normaux avec lesquels on dialogue, c'est les biologistes, les SVT, les chimistes, mais aussi les sociologues, parce qu'ils vont nous expliquer, par exemple, ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs ce matin, c'est que plus vous martelez que la Terre va crouler, si je puis dire, sous ses problèmes, ses déchets, etc., et plus les jeunes élèves se referment et deviennent totalement imperméables à tout discours. C'est totalement contre-productif, les discours totalement négatifs qu'on entend à la télé, etc. On ne peut plus rien faire, donc on s'en fout, autrement dit. Alors, on a besoin des psychologues, on a besoin des spécialistes de la santé, etc. Donc, personne ne peut faire du développement durable tout seul. On peut avoir un angle d'attaque spécifique, c'est notre cas, et on le revendique, mais on a besoin de vous, on a besoin de tous les autres intervenants. Le développement durable, alors à ce point-là, vous vous dites, c'est formidable, la géographie quand même, ça permet de comprendre des choses. Ben non, non. Le développement durable, c'est des questions plus que des réponses. Je vous rappelle les trois éléments. J'ai insisté sur la dimension culturelle, sur le politique et sur la gouvernance. C'est-à-dire l'adhésion des populations, des politiques et des populations à un projet commun. Sinon, on n'arrive pas à le faire passer. On est dans les conflits. Et les conflits, évidemment, ne font pas toujours avancer les choses, même si ils peuvent être utiles.
Alors je vous ai dit, c'est des questions plus que des réponses. Et là, quand on est enseignant, c'est tout à fait évident que ça n'est pas simple. Mais ça, il faut le dire aux élèves, et puis montrer qu'il y a plusieurs positions possibles. Sur le volet économique, vous allez me dire, c'est simple, on parle du développement. Alors je n'ai pas encore insisté sur ce mot. Qu'est-ce que c'est que le développement? On sait ce qu'est le sous-développement, encore qu'on n'emploie plus ce terme. On emploie mal développement ou sous-développement, ça nous renvoie à un indicateur qui est l'indicateur de développement humain développé par l'ONU et qui prend en compte à la fois la richesse, le produit national brut, par exemple, mais qui prend en compte aussi une autre série de facteurs, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, et j'oublie le troisième, éducation, santé. Et puis il y a aussi un problème d'espérance de vie. Voilà. Alors là, on peut faire des cartes et avoir, à partir de ces indicateurs, on va remarquer qu'il y a des pays, évidemment, qui vont pouvoir être définis comme développés et d'autres sous-développés parce que l'éducation est très en retard, parce que les services de santé sont très déficients, etc. Cette notion de développement, elle est souvent confondue avec croissance. Alors la croissance, c'est purement financier. On accroît son capital disponible. Le développement implique une certaine qualité de vie. Donc qualité de l'environnement, qualité du milieu dans lequel on vit, etc. Donc c'est plus large que la croissance. Néanmoins, cette notion de développement, elle est difficile. Ça fait 100 ans que les géographes travaillent sur le développement et le sous-développement, avec des visions, et vous voyez qu'on revient en politique, avec des visions marxistes qui justifient le sous-développement par la colonisation, l'exploitation des pays du Nord par les pays du Sud, des pays du Sud par les pays du Nord, pardon, etc. Ou qui expliquent que les inégalités de développement par d'autres facteurs liés au libéralisme et autres. Donc ça fait 100 ans qu'on travaille là-dessus. Et si on avait trouvé les solutions, vous imaginez qu'on aurait bien aimé les glisser aux pays sous-développés. Ce qui montre qu'il faut être extrêmement modeste et que les géographes le sont forcément parce que toute la réflexion qu'ils ont faite sur le développement n'a pas contribué, pas plus que celle des économistes d'ailleurs, à faire beaucoup progresser les choses. On a toujours aujourd'hui une grande masse de pays dits mal développés ou sous-développés. Donc déjà, il y a un problème du développement. Il y a un problème ensuite, concernant l'économie, de savoir si le développement durable se situe dans le capitalisme ou non. Pour certains, il y a incompatibilité complète entre capitalisme et développement durable. Il y a une question aussi qui concerne la croissance ou la décroissance. Est-ce que le développement durable est compatible avec une croissance économique, encore une fois, qui n'est pas le développement, ou est-ce que ça n'est pas possible et il faut aller vers la décroissance? Vous connaissez les ouvrages de Serge Latouche, il y a donc beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. Puis il y a ceux qui disent, et ça ressemble un peu à croissance et décroissance, en fait, il faut aller vers une durabilité faible ou une durabilité forte. La durabilité faible, en 2 mots, c'est l'idée que l'on peut remplacer certains produits que nous utilisons. On nous dit par exemple, c'est pas grave d'utiliser tout le pétrole si on a trouvé des solutions de remplacement. Bon, le pétrole, ça peut encore aller, mais une piscine, je ne crois pas que ça remplace une zone humide. Donc, on voit bien les limites à la durabilité faible. Nous sommes aujourd'hui dans une conception d'économie libérale et nous sommes dans une vision de la durabilité faible qui s'accompagne du principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur, il est directement associé à la durabilité faible. La durabilité forte, c'est l'idée qu'on ne peut pas compenser, on ne peut pas remplacer certaines ressources, certaines productions de la planète. Évidemment,
les non renouvelables, mais même certaines renouvelables, et que donc il faut aller vers d'autres formes d'économie, qui limitent les gaspillages, qui trouvent des solutions de remplacement. Donc vous avez là des réponses économiques intéressantes qui sont par exemple l'économie écologique, c'est-à-dire le recyclage systématique des sous-produits, etc. Et c'est vrai que dans ce domaine, si vous regardez la situation de la France, les sociétés font beaucoup de progrès. Pas toutes. Quand ma banque m'envoie des papiers pour me dire il faut faire du développement durable, bon. Mais par contre, beaucoup de sociétés aujourd'hui, de fabricants, de PME, travaillent dans ce cadre du recyclage et de la durabilité plus ou moins forte. Donc déjà, vous voyez que quand on doit enseigner le développement durable, nous géographes, il faut qu'on pose toutes ces questions. Et on est obligé de les poser, parce qu'on est obligé de se situer à un endroit, qui soit notre position ou pas notre position. Hein. Que je sois décroissant ou autre, je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, le développement durable se décline dans un pays à économie libérale et qu'on est en durabilité faible et qu'on est dans le système pollueur-payeur. Bon. Et puis alors, si j'étais du Sud, j'aurais une toute autre vision de ce qui est souhaité. Hein. Demandez à la Chine, demandez au Sénégal, demandez aux représentants de tout autre pays, la Thaïlande, comment ils voient la suite. Mais eux, leur modèle, c'est nous. C'est le développement que nous avons, auquel nous sommes arrivés, c'est les voitures que nous avons, plutôt les grosses que les petites d'ailleurs en général, c'est les modes de vie que nous avons, et donc ils vous expliquent que le développement durable, c'est un luxe de riches, et que eux, ils souhaitent accéder à ce que nous avons. D'où d'ailleurs, là je retrouve la question que, je ne sais plus ton point de vue, posée ce matin, c'est celle des besoins, hein, et qu'a repris Gérard Bonnour. Comment définir les besoins? Qui va les définir, ces besoins? C'est moi qui vais définir les besoins d'un Africain, alors que j'ai profité quand même pendant tout le 19e siècle, enfin mes ancêtres ont profité pendant tout le 19e siècle de l'argent qu'on leur a quand même assez largement, dont on a profité grâce à eux. Hein. Donc c'est pas possible de donner des leçons dans ce cas-là. Et on comprend bien que les conceptions soient différentes. Alors, est-ce que c'est plus facile concernant la nature? Peut-être que vous, biologistes, vous allez me dire oui, mais moi je dis non. Je dis non parce que la nature est depuis très très longtemps anthropisée. Même la forêt tropicale, les archéologues qui travaillent dessus montrent, la forêt amazonienne, qu'elle est transformée, modifiée depuis des millénaires et des millénaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de zéro idéal. Ça veut dire qu'on prend la planète aujourd'hui, puis qu'on essaie de trouver des solutions avec ce qui existe aujourd'hui. On ne va pas revenir en arrière, retrouver quelle nature? Quelle nature? Parce que c'est le deuxième point que je note, et vous le savez tous comme moi, j'ai fait une thèse sur les paléo-environnements, je peux en parler relativement bien, avec des géologues. La nature, elle évolue sans cesse. Et si vous voulez reconstituer la forêt naturelle, c'est quoi? C'est avant Jésus-Christ, il y avait déjà des hommes. C'est avant les premiers hommes, ça va être difficile de situer l'endroit. Mais à partir d'un certain recul, la forêt n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était aujourd'hui. N'oubliez pas que pendant tout l'Holocène, la forêt a évolué à peu près, le contexte climatique a évolué assez fortement sur des rythmes qui étaient à peu près millénaires. Hein. Et alors si je recule encore, pendant le Quaternaire, il n'y avait pas d'arbres pendant les périodes glaciaires. Et la forêt tertiaire, elle était totalement différente d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de point zéro. Ça c'est une première idée importante. La deuxième idée, c'est que on ne peut pas percevoir la nature de façon fixiste. Il faut accepter des dynamiques. Alors jusqu'où accepter ces dynamiques? Je me rappelle avoir travaillé en Camargue, avec la réserve de Camargue, et les gens qui étaient là étaient très très mécontents parce qu'on leur disait qu'à un certain moment, il allait falloir laisser évoluer ce littoral de Camargue, sur lequel en principe il n'y a personne, même s'il y a quelques squatteurs,
et que c'était anormal d'aller créer des digues. D'abord, on l'artificialisait. Donc, vous voyez, on était en pleine contradiction, parce que c'était des défenseurs de la nature qui voulaient figer ce littoral en construisant des digues. Et moi, je disais, mais non, c'est pas la peine de construire des digues. On va perdre quelques mètres carrés de Camargue. De toute façon, c'est subsidant, le delta. Et ce ne sera pas la première fois. Hein. Donc, il faut éviter cette vision fixiste. Il faut aussi éviter une vision qu'on trouve trop souvent aujourd'hui dans les dires des médias, c'est une vision déterministe. C'est-à-dire l'idée que c'est la nature qui commande tout, qui commande le comportement des hommes, le développement, etc. Non, pas du tout. Elle a un rôle très important, mais il n'y a pas de déterminisme schématique. C'est intéressant de rappeler que la géographie et l'écologie sont nées en même temps en Allemagne, au milieu du XIXe siècle, et que les deux ont été fixistes et déterministes. Et là, les géographes se sont fait beaucoup attaquer, y compris par certains de leurs confrères, parce qu'ils étaient déterministes, et c'est vrai qu'il faut sortir de cette idée. Pourquoi je dis ça? J'ai beaucoup surpris des gens de l'Académie des sciences, un jour où je leur ai expliqué que l'essentiel des problèmes d'eau de la planète aujourd'hui ne sont pas dus à l'insuffisance de la ressource. L'essentiel des problèmes d'eau de la planète aujourd'hui sont dus au fait qu'il n'y a pas de raccordement à l'eau potable et pas de raccordement des eaux usées, ce qui donne des tas de maladies. Et l'exemple le plus typique que je prends souvent, c'est celui de Brazzaville, ville qui est située au bord du Congo, un des plus grands fleuves du monde, qui est située dans une région équatoriale où il tombe 2 mètres d'eau, et où on manque d'eau complètement. Ah, c'est la ville qui a la meilleure empreinte écologique, hein. Mais on manque d'eau complètement, il n'y a pas de raccordement des populations, c'est des problèmes politiques, exclusivement politiques. Et je vous fais remarquer à ce propos que j'ai beaucoup de mal à dire que l'Afrique est pauvre, les gens sont pauvres, mais l'Afrique regorge de richesses. Et ces richesses, elles sont toutes en Suisse, hein, grâce aux dirigeants africains. Donc, attention là aussi aux clichés, vous voyez. Et j'ajouterais que la perception de la nature, l'image qu'on veut en donner, et ça c'est important quand il s'agit de faire des leçons en pays du Sud, l'image de la nature, elle varie en fonction des cultures. Allez regarder comment le japonais perçoit la nature, ça n'a rien à voir avec nous. Donc c'est un autre volet à considérer. Alors est-ce que le social c'est plus facile? Pas du tout. C'est le parent pauvre, il y a très peu de choses qui ont été faites sur l'équité. L'équité qui n'est pas l'égalité, vous voyez, c'est l'idée, je reprends le philosophe Rawls notamment, qui explique que l'équité, on retrouve ça aussi chez Sen, Amartya Sen, l'équité c'est recevoir en fonction de ses capacités, hein, c'est les capabilities de Sen. Mais l'idée c'est quand même plus d'équité sociale, économique et spatiale. Et comment atteindre cet objectif? Eh bien, on y travaille, mais on n'a pas les réponses, bien entendu. Ce qu'on constate simplement, c'est que depuis que la notion de développement durable a émergé, à Rio, on va dire, comme on l'a vu ce matin, il y a eu une aggravation des inégalités dans le monde, et on le voit bien avec les cartes, toutes les cartes que l'on peut faire à partir des indicateurs, comme j'évoquais tout à l'heure. Ça a déjà été dénoncé en 2000 lors de la conférence du Millennium à New York. Ça a été à nouveau dénoncé en 2010, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le chemin du développement durable. Alors, parmi les autres questions, il faut en ajouter encore une ou deux couches, il y a la question des acteurs. Comment aborder la question du développement durable? Finalement, qui décide? Est-ce que c'est les organisations internationales, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale? Oui, tout ça, ça a du poids, surtout le FMI et la Banque mondiale, parce qu'eux, ils donnent de l'argent pour développer. Les États, c'est vrai dans certains cas, c'est pas vrai partout. Les ONG de protection de la nature, WWF, Greenpeace, etc. Les acteurs économiques, les citoyens. Mais si je vous donne cette liste, c'est parce qu'en fait, cette liste, elle permet de montrer qu'on ne peut pas avoir une vision
schématique du développement durable si on n'a pas l'idée de tous ces acteurs qui sont derrière. Et tantôt c'est les uns qui sont dominants, tantôt c'est les autres, tantôt les uns et les autres sont en conflit. Le dernier point qui fait problème, c'est la question autour des sources. Et là, l'enseignant est très mal à l'aise, et je suis dans le même cas que vous, ou j'étais dans le même cas que vous, quand jusqu'à il y a très peu de temps, je faisais des cours là-dessus. Si vous cherchez dans les ouvrages scientifiques sur Internet, même si vous éliminez Wikipédia soigneusement, bien entendu, et si dans les publications de la FAO ou de l'ONU, vous allez constater que les surfaces forestières, par exemple, qui sont les surfaces en forêt, varient de 1 à 100, selon les auteurs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qui a raison? La déforestation, c'est la même chose. Même chose pour les ressources énergétiques. Vous savez très bien quand on vous dit que les États-Unis n'auront plus de pétrole 10 ans à la date X, 10 ans, alors on va dire en 2000, non je crois que c'était au départ en 1995. Mais tous les 10 ans, ils repoussaient leurs chiffres. Et en fait, il faut savoir que tout ça, c'est politique. La Russie ne donne aucun chiffre concernant ces énergies fossiles, pour des raisons géopolitiques. Les ressources en eau, pareil, très difficile à chiffrer, c'est peut-être le moins difficile quand même. La dégradation des sols, on ne sait rien là-dessus, sur le plan international. Je discutais ce matin avec notre collègue et je lui rappelais qu'une carte a été faite en 1980. Avec les données dont on disposait. Et aujourd'hui, l'IRD, l'Institut en Recherche et Développement, est en train de reprendre cette carte. Dans le cas du Togo, en 1980, Pierre Brabant rappelle on avait défini 26,5% de la surface très fortement dégradée, c'est-à-dire pratiquement désertifiée. Et aujourd'hui, après révision, travaux de terrain sérieux, grille d'analyse, on trouve 1,6%. Et il remarque qu'il y a parfois une absence des données insuffisantes et parfois des données exagérées. Et vous voyez ce problème des sources. Quand on a enseigné, c'est extrêmement difficile. Alors, même chose sur les populations soumises à la malnutrition. 3 minutes, oh là là. La question des sources, c'est tout à fait central. Ne croyez pas qu'il y a forcément là derrière de l'idéologie ou des gens qui veulent donner des sources fausses. Le problème, c'est qu'il y a des dizaines de définitions de la forêt. La hauteur, la densité, etc. Il y a 130 définitions de la désertification. Donc ça n'est pas forcément volontaire, mais ça c'est un problème. Et vous voyez, c'est une question de plus, il ne faut pas hésiter à donner une fourchette pour dire, ben voilà, on ne sait pas, et puis voilà, c'est une fourchette. Alors, dernier point en 3 minutes. Après vous avoir dit tout ça, je vous affirme que le développement durable, pour nous, c'est un concept opérationnel. Dans les pays riches, ça revient surtout à mieux gérer l'environnement, je parle de l'Europe, pour une meilleure qualité de vie des populations, donc une meilleure qualité de l'air, de l'eau, des sols, réduire le changement climatique, qualité des paysages et de la biodiversité. Donc l'idée, c'est de faire prendre ces données en compte dans les politiques d'aménagement. Les modalités de mise en œuvre dans les pays riches, c'est toute une série de réglementations, de l'application des principes qu'on a évoqués, ou la tentative d'application, des lois, des réglementations, la mise en œuvre d'Agenda 21, les normes aussi, les normes HQE, ISO, etc. Et c'est aussi l'implication, d'où le rôle de l'enseignement, la formation du citoyen, des entreprises, des agriculteurs, etc. Alors il y a des résultats quand même dans les pays riches, je parle de l'Europe, une diminution globale des pollutions, une qualité de vie meilleure en ville par rapport, il faut toujours dire par rapport à quoi, par rapport notamment au 19e, début 20e, n'oubliez pas qu'il y a eu 4000 morts à Londres encore en 1952 pour cause de pollution par le smog, ça n'existe plus aujourd'hui, sous cette forme-là au moins. Donc il y a de réelles qualités, et là, de réels aménagements, et là,
c'est intéressant d'avoir fait de l'histoire, parce que ça permet vraiment de replacer par rapport à 19e par exemple. Mais il y a encore beaucoup de progrès. La pollution agricole, hein, les nitrates et tous les produits insecticides, la question des gaz à effet de serre et de leurs conséquences notamment. Mais, dans ces pays riches, on n'a absolument pas corrigé les inégalités sociales, c'est-à-dire que le volet équité est complètement délaissé, et pourtant aujourd'hui ces inégalités sont croissantes, hein, avec la crise financière que l'on connaît. Bon, un bon indicateur pour nous, c'est l'espérance de vie. Alors, je termine, j'en ai plus qu'une. Juste une photo pour vous montrer le traitement des déchets au Caire. Ils sont sur les toits et il y a des animaux qui picorent ce qui peut être mangé. En termes de grippe aviaire possible, c'est formidable. C'est un groupe, les Coptes, qui s'occupent des déchets et qui ne veulent pas entendre parler d'autres types de gestion parce que, en fait, c'est leur revenu et un revenu extrêmement intéressant. Voilà le traitement des déchets à Mopti, en Afrique, encore au Niger, où vous voyez qu'on utilise les déchets pour remblayer les zones humides et les bordures du fleuve Niger, et on construit par-dessus. Donc, juste un aperçu pour vous montrer certains des problèmes des pays en développement. Alors, la situation des pays pauvres et émergents, c'est des pays encore très éloignés du développement durable. Leur problème, c'est l'alimentation, pour beaucoup, et qui n'est pas due exclusivement à la production, qui est due pour beaucoup à la commercialisation, car il y a assez de production dans le monde, mais c'est le titre d'un ouvrage, Grenier vide et ventre plein, Grenier plein et ventre vide. C'est exactement ce qui a expliqué les problèmes d'il y a quelques années au Sénégal ou ailleurs. Problème de santé liés à l'environnement, certes, mais problèmes de santé liés à l'absence, parce que la santé c'est à la fois le résultat d'un environnement de qualité, d'une alimentation correcte, et aussi d'un service de soins possible. Sinon vous avez la mortalité des femmes, des enfants, etc. Problème de l'éducation, tant qu'on n'aura pas éduqué les filles correctement, et surtout les filles, parce que c'est elles les moteurs de la société, on le sait. Tant qu'on n'aura pas éduqué les filles correctement, on aura difficilement du développement durable. C'est elles qui transmettent un certain nombre de valeurs, de modernité, etc. Parce que c'est elles qui ont le plus à gagner, c'est tout. Hein. C'est pas ultra féministe. Hein. Et puis il y a la qualité de l'environnement, la question de l'eau et de l'eau de mauvaise qualité, les maladies, etc. Donc finalement, ce qui éloigne ces pays du développement durable, c'est la pauvreté. C'est bien le programme de 5e, ça. Les problèmes sont dus d'abord et avant tout à des raisons politiques. Et donc, comment faire pour aller au-delà? Vous voyez, ça n'est pas simple. Alors, ces pays du Sud, qui considèrent le développement durable comme un luxe de riches, ils refusent aussi le droit d'ingérence, et on les comprend. Bon, pour les pays émergents, la Chine, on pourra y revenir dans la discussion, je termine en disant que ce que ne peut pas être le développement durable pour nous, un modèle unique de gestion des ressources et des territoires. Il n'y a pas un modèle unique, pour la bonne raison qu'il y a en face des gens qui ont une culture, une histoire, etc. Quand on a voulu transférer les parcs, le modèle des parcs en Afrique, vous savez que c'est un échec complet, ou à peu près complet. Parc de Nyokolokoba, pour protéger la faune et la flore, on va déplacer les gens en bordure. Est-ce que éthiquement c'est acceptable? Même chose au Québec, il y a encore très peu de temps. Parc du nord du Tchad, protéger les éléphants. On a tellement mal intégré la population que c'est cette population qui tue les éléphants et fait du trafic d'ivoire avec la Chine. Hein. Donc, beaucoup de choses à faire au lieu de plaquer. Même chose à Madagascar, avec le rôle très discutable du WWF en la matière. Ce que ne veut pas être le développement durable, c'est des réponses en termes exclusifs de protection de la nature. Parce que ça ne conduit pas à plus d'équité, ça ne conduit pas au développement. Et sans développement, il n'y aura pas de développement durable. Et alors, évidemment, à définir les termes du développement. Il ne peut pas y avoir des réponses en termes de yaka. Yaka faire ceci, bon, ça rejoint ce que j'ai dit. Et puis, des modèles qui sont préparés pour les pays du Nord sont généralement inadaptables dans les pays du Sud.
On voit bien combien les ONG ont du mal. Elles s'impliquent et puis le jour où elles quittent, où elles cessent d'être actives, eh bien tout s'effondre parce que les gens ne sont pas motivés, n'ont pas compris les finalités. On le voit très bien dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Merci. Comment vous situez la position actuelle vis-à-vis de la biodiversité qui consiste à lui donner une valeur financière c'est fait un agrégat récemment, c'est un agrégat, on a parlé de ça maintenant, à donner une valeur financière comme ça a pu être fait, on parlait du principe pollueur-payeur pour des échanges sur les émissions de gaz à effet de serre. À un moment donné, les chiffres en termes de pollution qui ont pu être financièrement. Comment vous situez ça par rapport à ce que vous pensez ? C'est une question sur laquelle je n'ai pas beaucoup travaillé ni beaucoup réfléchi, mais pour la biodiversité, mais cette question du prix de la nature pose énormément de problèmes, hein, parce que à la fois, je vais prendre un exemple autre que je connais mieux, c'est celui de l'eau. À la fois, bien sûr, si on ne fait pas, c'est la position de l'économie libérale, de dire il faut faire payer l'eau. C'était la conférence de Dublin, ça je crois. Il faut faire payer l'eau pour éviter le gaspillage. Alors on pourrait peut-être transposer ceci à la nature. C'est pourquoi je vous donne cet exemple. Ça a été, alors la conférence les conférences indiquaient, différentes conférences indiquaient qu'il fallait faire payer l'eau et qu'il fallait passer la surveillance et la gestion à des sociétés du Nord pour que ce soit bien géré. Parce que le constat était que les États, je pense aux États africains, étaient en faillite, n'avaient plus de pouvoir et donc étaient incapables, ou les villes étaient incapables de gérer ce type d'aménagement. Ça a été fait et le résultat, il est très clair. C'est Casablanca. À Casablanca, il y avait toute une série de quartiers qui n'avaient pas l'eau et pas l'électricité. Donc on a décidé de faire payer l'eau. On a fermé les fontaines où les femmes se retrouvaient, discutaient, etc. Bon, il y avait une qualité de sociabilité, mais aussi bien d'autres problèmes. Mais on a fermé les fontaines et on a dit à Suez, vous branchez l'eau. Simplement, Suez a branché que les quartiers qui pouvaient payer. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut faire payer ces biens communs de l'humanité ou non ? J'ai un peu du mal à répondre parce que réellement, je pense que c'est peut-être pas, on peut peut-être pas répondre globalement. Juste une question pour rebondir sur la même thématique. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de transposer la biodiversité, enfin toujours en la mesurant financièrement, et de la transposer à une valeur économique, on va dire, de l'entreprise ou par rapport à ce qu'elle doit éviter en termes de dégradation de dégâts. Donc par rapport à ça, donc, il y a une création de valeur, et on parle même de marché futur potentiel boursier qui serait, il y aurait une cotation de l'entreprise au travers de la notion de biodiversité. Alors, là, je vais un peu plus loin, mais vous en pensez quoi de cette... Je ne pense pas grand-chose pour le moment, parce que je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette question précise qui émerge simplement. Je pense que toutes ces questions autour du prix de la nature et des services écologiques peuvent être perçues dans un premier temps comme tout à fait acceptables, mais il faut voir au coup par coup ce que ça entraîne comme effet. Et je crains que parfois, mais peut-être pas toujours, ça puisse avoir des effets qui sont tout à fait autres que ce qu'on souhaite. On le voit avec l'eau, ça peut exister aussi pour la biodiversité. Franchement, c'est pas le domaine que je connais le mieux et je m'en excuse, mais je préfère le dire clairement. Didier Mulnay, Clermont-Ferrand, vous n'avez employé le mot éthique que 2 ou 3 minutes avant la fin de votre exposé. Et je me serais pourtant attendu à ce que vous l'utilisiez du début. Vous avez parlé de gouvernance, donc je suis assez surpris. La question de l'éthique, peut-être, je ne sais pas si je ne croyais pas que c'est de la mauvaise foi de ma part, mais je pense qu'elle
elle est très très présente dans mon idée au moins, mais j'en ai sûrement pas assez parlé. Elle est, quand je parle d'équité, quand je parle de partage, quand je suis révoltée, vous l'avez compris, par ces injustices qui sont absolument inacceptables, on est bien dans l'éthique. Elle est vraiment présente. De même que l'idée de démocratie. Je me pose une question, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre le développement durable autrement que dans un système démocratique qui renvoie à cette gouvernance? Bon, alors après, il y a la Chine, je ne sais pas ce que ça donnera, ça peut permettre d'être un contre-exemple. Thomas Thuy, UFM de Paris. Moi, j'avais une question sur sur l'évaluation des politiques de mise en œuvre de projets de développement durable. Est-ce qu'on a des évaluations du même type que ce qui est fait, par exemple, par le mouvement économique, des économistes de type Esther Duflo, pour l'évaluation des méthodes de lutte contre la pauvreté, par exemple, avec une évaluation expérimentale? Bon, je sais pas. Vous voyez de quoi je parle? Non. On n'a pas beaucoup d'évaluation. On fait des tests avec des protocoles expérimentaux, avec des réplicas, et on nous dit, bon, voilà, dans telle réserve, on enlève les gens, dans d'autres, on les laisse en espèces intégrées, on fait payer l'eau, on fait pas payer l'eau, et on regarde vraiment qu'est-ce qui marche de manière... On n'a pas beaucoup d'évaluations, on a quelques évaluations coup par coup. Je vous ai parlé de la question de l'eau, mais on n'a pas énormément de protocoles d'évaluation à ma connaissance, sur les questions que vous posez. C'est des approches assez nouvelles aussi. Mais n'oubliez pas qu'on est aussi dans la géopolitique, là, c'est-à-dire qu'il faut voir le rôle du FMI, les financements, l'aide publique au développement, etc. Et donc ça renvoie à des systèmes extrêmement lourds pour faire des évaluations, c'est très très lourd aussi.